Welcome back. Et l'Europe dans tout ça? La crise a clairement été un test pour l'Europe. La crise continue à être clairement un test pour l'Europe. Joue-t-elle son rôle? A-t-elle joué son rôle? Est-ce que l'Europe va sortir renforcée de cette crise? Et finalement, quelle Europe appelons-nous de nos voeux pour l'avenir? C'est Denis Terrien, le CEO de Salesforce Europe du Sud, qui va avoir le bonheur d'introduire et de présider cette dernière table ronde intitulée « Refonder l'Europe ». Éric Scholl de l'Express, que je remercie de sa présence, va l'animer. Et il va animer ce débat avec de prestigieux panélistes. Outre Denis, ils sont en duplex sous mes yeux sur l'écran. Christophe Catoir du groupe Adecco, Ed Hollywood de Boehringer Ingelheim et Michael Loco de Steelcase. Mon cher Denis, je te laisse la parole. Merci beaucoup Olivier. Donc, dernière table ronde. Effectivement, nous allons prendre un peu de hauteur, sortir de l'Hexagone et voir comment cette crise a affecté l'Europe et ses conséquences sur notre projet européen. La pandémie mondiale nous a touchés durement, mais de deux manières différentes. La première vague a connu des pays qui ont été touchés à des moments différents, à des rythmes différents. Cette deuxième vague a touché tous les pays à peu près en même temps et à peu près dans la même intensité. Donc la question de la crise, de son impact sur notre société, sur notre économie, sur notre modèle social, doit être réfléchie maintenant, non seulement à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle du continent. L'Europe était faible. Est-ce que la crise l'a affaiblie davantage ou pas? On le verra durant cet échange. Mais cette Europe a aussi montré le meilleur et le pire pour juguler cette crise. Le pire, ça a été le vol de masques qu'il y a eu entre pays pendant la première vague. Le meilleur, c'est l'accueil des patients qu'il y a eu dans des pays voisins quand l'un des pays de l'Europe avait un système hospitalier qui était dépassé. Donc l'Europe a d'abord été dépassée par ce qui s'est passé, puis hésitante, et a su se rassembler récemment, notamment en juillet, pour relancer ensemble les économies. Et je tiens à saluer les dirigeants européens et l'accord historique du 21 juillet de 750 milliards. L'Europe a donc démontré qu'elle pouvait être solidaire et intégrée, même si les questions de la santé ne font pas partie de ses compétences. Donc nous occupons tous ici des responsabilités qui couvrent toute une partie de l'Europe. Nos sociétés ne pensent plus pays, mais région ou territoire. Ainsi, l'attractivité de la France n'existe pas sans penser à l'attractivité de l'Europe. Donc on est réunis aujourd'hui pour poser notre vision ou proposer notre vision sur les conséquences de la crise pour l'Europe, les enjeux de la souveraineté économique, l'avenir des relations transfrontalières et la collaboration entre États dans la mise en place du plan de relance. Nous sommes nombreux à souhaiter cette collaboration, comme Brice Linturier l'a souligné ce matin durant l'étude Ipsos pour les États de la France. 53% des personnes interrogées souhaitent pour l'Europe plus de cohésion, plus de coordination, plus de coopération et d'alignement. En somme, une Europe plus harmonieuse. Les débats du panel vont donc porter sur cette question, la crise, opportunité ou coup fatal pour l'Europe. Je vous remercie. Merci Denis Terrien pour cette belle introduction, pour cette dernière table ronde. Vous avez évoqué le meilleur et le pire en rappelant cet épisode des vols de masques et cet épisode des patients accueillis dans d'autres pays d'Europe. Le meilleur et le pire, vous avez rappelé aussi le meilleur en juillet dernier lorsque l'Union européenne, les pays se sont mis d'accord sur ce plan de relance. Et le pire, il y a seulement quelques jours, lorsqu'on a vu deux pays de l'Union européenne bloqués
on va voir si ça se débloque, mais bloquer ce plan de relance, je pense à la Hongrie et la Pologne, à cause de cette fameuse règle de l'unanimité. Alors, vous avez planté le décor et vous avez bien rappelé cette question, cette double crise, parce qu'il s'agit d'une double crise, à la fois sanitaire, évidemment, et économique. Est-ce qu'elle va rester gravée dans l'histoire de l'Europe comme un moment d'affaiblissement de l'Europe, ou au contraire, est-ce que ça ne sera pas plutôt la marque, le moment du rebond de l'Europe? Une Europe que vous êtes très nombreux, vous l'avez souligné, on le voit à travers les nombreuses enquêtes d'opinion, et Brice Teinturier l'a rappelé, une Europe que vous soutenez en majorité, une Europe que vous voulez voir plus forte, plus innovante, peut-être même plus souveraine, on va en parler, mais une Europe effectivement qui continue de s'inquiéter et parfois de décevoir, et puis tel l'ouvrage que l'on remet sur le métier, eh bien, il faut sans doute peut-être la réinventer, et on écoutera en ce sens-là vos différentes propositions. Alors pour en parler, 4 invités. Je commence par vous, Denis Thérien. On vous a entendu. Vous êtes donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le CEO de Salesforce Europe du Sud. Salesforce, c'est le numéro 1 mondial du CRM, c'est-à-dire la gestion de la relation client. Vous êtes un des pionniers de l'Internet en France. Je crois même que vous avez participé au début d'Amazon en France. Vous avez vécu un peu partout, à la fois en Europe et dans le monde. Et puis, vous êtes également, je le rappelle, directeur de l'IFA, l'Institut français des administrateurs. Et donc, fort de vos multiples expériences, vous nous ferez des propositions peut-être pour réinventer cette Europe. Christophe Catoire, vous êtes président Monde Adecco, donc c'est un groupe que vous avez rejoint en 1995. Vous y avez bâti d'ailleurs votre carrière. Aujourd'hui, à 47 ans, vous vous apprêtez là, dans quelques semaines, à prendre la tête de la marque Adecco international. On ne présente plus Adecco, ce groupe basé à Zurich, qui est devenu le leader des mondiales des solutions emploi, et qui est présent en France avec, je crois, 12 000 bureaux, 9 000 collaborateurs, et un chiffre d'affaires l'année dernière qui a un peu supérieur, je crois, pour la France, à 5 milliards d'euros. Vous me corrigerez si je me trompe. Et puis, pas de panel sur l'Europe sans avoir une voix venue d'ailleurs, en l'occurrence de Grande-Bretagne. C'est pour ça qu'on est ravis d'accueillir à distance Ed Hollywood. Vous nous parlerez, je crois, en anglais, mais vous comprenez parfaitement le français. Vous êtes le directeur général santé humaine de Boehringer Ingelheim France, ce groupe qui est une entreprise familiale, indépendante, 135 ans d'âge, et qui est un spécialiste de la santé humaine, on l'a dit, santé aussi animale, et un groupe qui a réalisé quand même l'année dernière 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous l'avez rejoint il y a 8 ans. Auparavant, vous aviez travaillé en France et en Royaume-Uni, et en ce sens-là, vous êtes parfait pour nous parler de l'Europe, Europe Brexit, Europe pas Brexit, on est en plein dedans aussi en ce moment. Et puis enfin, nous accueillons Michael Locaux, vous aussi à distance. Michael, vous êtes en bon français Sales Director North Central Eastern Europe, Africa et Central Asia de Steelcase. Vous êtes au départ en fait un ingénieur en mathématiques financières. Vous avez débuté d'ailleurs dans le secteur bancaire. Vous avez d'ailleurs suivi très très près toute la crise 2008-2009. Et puis en 2011, vous avez rejoint Steelcase, où vous êtes donc responsable des marchés en croissance en Europe et en Afrique. Steelcase qui développe depuis maintenant plus d'un siècle des solutions innovantes d'enseignement et de formation. L'entreprise a réalisé 4 milliards, je crois, de dollars de chiffre d'affaires l'an dernier, ou cette année, vous nous préciserez si c'est cette année, et qui s'est illustré depuis le début de cette crise du Covid, notamment dans sa réflexion sur le futur du bureau, et on y est tous confrontés, donc on sera aussi intéressé par votre capacité de réflexion. Je pense que cette réflexion, elle dépasse largement la France, elle touche évidemment toute l'Europe. Alors, on a entendu cette introduction de Denis Thérien. Ce que je voudrais, c'est vous donner la parole, Christophe Catoire, pour que vous nous disiez, dans cette Europe qui a parfois d'ailleurs du mal à décider, qui a parfois pas forcément le bon calendrier, le bon timing, est-ce que, à votre avis, depuis le début de cette crise sanitaire, cette crise économique, est-ce que l'Europe est tout simplement à la mesure des enjeux, en particulier avec ce fameux plan de relance dont on a parlé et qui a été présenté entre juin et juillet, adopté en juillet, mais finalement qui tarde quand même à prendre forme? Alors forcément, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que l'Europe, elle est à la hauteur, et est-ce que son mode de gouvernance s'est avéré efficace dans le cadre de la crise qu'on traverse? La réponse, pour quand même apporter une première opinion,
elle est quand même extrêmement mitigée. Je ne vais pas dire contrastée, mais mitigée. Pourquoi ? Parce que si on considère que l'Europe est là pour apporter des recommandations et permettre aux États, aux gouvernements de prendre des mesures qui s'adaptent à des situations locales, on peut le dire, c'est ce qui s'est passé dans l'urgence. De nombreux pays ont réussi à trouver des solutions et à le faire de manière extrêmement rapide, à la fois sur une dimension sanitaire, mais également sur une partie économique. On pourrait y revenir avec des fortunes relativement diverses. Si on considère que l'Europe doit constituer un tout qui permet d'aligner, de coordonner les États, ce qui est aussi dans ses attributions, force est de constater que dans les premiers jours et les premières semaines de la crise, son mode de gouvernance extrêmement complexe, malheureusement, n'a pas pu permettre d'assurer cette mission. Vous l'avez évoqué, quand il s'est agi de protéger la santé, de mettre en œuvre des règles en termes de fermeture des frontières, elle a plutôt assisté et subi les choses qu'elle ne les a drivées et organisées. Donc, j'ai envie de dire, dans une gestion purement de court terme, l'Europe, malheureusement, ne s'est pas montrée aussi efficace que d'autres États, d'autres continents, beaucoup plus rapides en la matière. Après, si on a une vision un peu plus moyen-long terme, je dirais qu'il y a à la fois des promesses, mais des promesses qui méritent maintenant d'être délivrées. Quelles sont ces promesses ? L'Europe a mis du temps à s'organiser, mais on le voit maintenant, commence à émerger des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus opérationnelles. Vous l'avez évoqué au tout début de la crise, la solidarité a été le fait des États, pas nécessairement de l'Europe, même si c'était une recommandation. On a tous entendu parler de l'Allemagne qui a accueilli un certain nombre de patients français venant de l'Est de la France, et ça s'est joué dans d'autres géographies. On a entendu récemment l'Europe se mobiliser sur des fonds qui sont les siens pour acheter des vaccins et pouvoir en doter un certain nombre de pays au-delà de ce que les pays avaient eux-mêmes prévu de faire. Donc on va dire que sur une dimension sanitaire, ça commence à s'organiser, mais on en est au début. Sur une dimension économique, vous l'avez évoqué également, une belle promesse le 21 juillet, je pense quelque chose qui paraissait quasiment inaccessible voilà peu, au-delà des fonds structurels qui avaient déjà été mobilisés pour aider les États à avoir des liquidités. On a vu une notion de budget s'organiser pour les 5 prochaines années et qui prévoyait un volet spécifique pour la gestion de cette après-crise. Sincèrement, on n'aurait pas osé l'espérer avant et pourtant ça a été fait et un accord a été trouvé. Alors, il a été trouvé au forceps. On voit que cette gouvernance n'est pas des plus fluides puisqu'on n'a pas allé des pays frugaux qui finalement s'opposaient aux autres pays. Finalement, un accord a été trouvé, c'était bien là l'essentiel, avec des pays bénéficiaires qui étaient probablement ceux qui avaient payé le plus lourd tribut. Maintenant, vous l'avez évoqué très récemment, on voit que dans cette gouvernance, à nouveau cette complexité, la promesse pourrait être plus difficile à rendre, il y a des éléments de contournement, donc ça se fera, mais c'est quand même toujours dans la douleur et au forceps. Et puis un dernier élément, pour ne pas être trop long, on attend l'Europe maintenant sur une vision beaucoup plus long terme, parce qu'on le dit, c'est le titre de notre journée, Don't waste a crisis. Ça veut dire que cette crise, elle doit permettre de lancer probablement au niveau européen, quand on est face à une telle cause, des initiatives qui doivent rassembler des pays autour de causes communes. On l'a évoqué, la transformation énergétique en est une. On a beaucoup évoqué les thématiques des batteries électriques, des dimensions d'investissement sur l'hydrogène, pour prendre quelques exemples. Est-ce qu'aujourd'hui l'Europe a rendu une copie qui permette de se dire à ce jour, on a des promesses qui peuvent être rendues à l'issue de la crise? Pour l'instant, la réponse est non. Les idées sont sur la table, mais on voit que les Allemands investissent d'un côté, les Français investissent de l'autre, et pour l'instant, ce fameux Airbus qu'on aimerait voir se déployer dans d'autres industries n'est toujours pas une réalité. Donc le bilan est malgré tout très mitigé à ce stade. Merci Christophe Catoir. Vous avez évoqué cet accord au forceps. J'ai un peu envie de vous faire réagir. Finalement, quand on regarde l'histoire de l'Europe, ça a toujours été au forceps, ces accords européens. Ce qui compte, après tout, c'est que c'est de longues discussions qui ont lieu au mois de juillet et abouti à un accord. Et je pense notamment, on a retrouvé à ce moment-là, pendant ce printemps, ce fameux couple franco-allemand qu'on disait depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, battant de l'aile, et qui n'était plus à la hauteur. On sait à quel point le couple franco-allemand avait apporté, était moteur dans ces décisions européennes. On a eu le sentiment de le retrouver, même avec des intérêts qui peuvent être parfois divergents entre Paris et Berlin. En cela, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Est-ce que, certes, le bilan est mitigé, mais ce point de rassemblement, est-ce qu'il vous satisfait? Et je poserai ensuite la question à nos autres panélistes.
il y a une bonne nouvelle et il y a quand même une frustration parce que on va se le dire, quand on a un mur en face de soi, c'est souvent là qu'on a une cause supérieure qui justifie que chacun se mette autour de la table et s'aligne dans la même direction, quels que soient les intérêts individuels. Et on sait que l'Europe bute souvent sur des intérêts individuels qui parfois sont passés au-dessus de l'intérêt général. Là, il y a un objectif. Il y a un objectif, la problématique, c'est que beaucoup de choses se jouent en ce moment. Quand on parle de transition énergétique et de nouvelles énergies qui vont quand même réformer de manière très importante de nombreuses industries, quand on parle de transformation digitale également, d'autres panélistes sont bien placés pour en parler. Quand on parle des compétences, qui sont quand même aussi un des éléments d'avantage concurrentiel qu'on cherche dans une entreprise, mais aussi au titre d'une géographie, c'est maintenant que ça se joue. Il y a énormément d'argent sur la table. Il y a des fonds structurels qui sont en train de se mettre en place. Les décisions ne vont pas se prendre dans 2 ou dans 3 ans. D'autres continents, d'autres pays ont pris des décisions immédiates, voire les avaient déjà prises avant la crise. Là est la frustration. Le bénéfice, vous avez raison, c'est que quand on regarde cette gouvernance, il y a quand même un socle de pays, et on va parler d'un socle, et probablement qu'il faut se poser la question de cette gouvernance où on est probablement parfois trop nombreux autour d'une même table pour décider. On le dit d'une entreprise, mais c'est probablement le cas également pour une fédération de pays. Il y a un socle dur qui va devoir prendre des décisions et les assumer parfois au détriment d'autres géographies. Et je pense que quand on voit ce qui s'est passé avec le Brexit, quand on voit les dernières discussions, choisir c'est renoncer. Peut-être que l'Europe va devoir un jour renoncer à un périmètre qui s'est beaucoup élargi et qui malheureusement fait qu'en ce moment, sur un plan économique en tout cas, si on se met au titre de l'entreprise, ça freine quand même les décisions. Je ne parle même pas du sanitaire où malheureusement c'est incroyable. Enfin, ce qui s'est passé, on ne peut pas l'accepter en tant que citoyen. Merci Christophe Catoire, vous aurez l'occasion évidemment de continuer avec nous, mais je voudrais maintenant, vous venez de parler du Brexit, moi je voudrais donner la parole à Ed Hollywood. C'est très simple, on a évoqué, il y a un terme qui revient depuis maintenant 2 ans ou 3 ans, et notamment en France, mais pas seulement en France, celui de souveraineté européenne. Retrouver de la souveraineté, nous explique-t-on, c'est un peu comme reprendre le contrôle. Alors, Ed Hollywood, vous connaissez très bien les débats au Royaume-Uni, et reprendre le contrôle, on en a beaucoup entendu parler en 2016 en Grande-Bretagne, quand c'était la campagne du référendum pour le Brexit et contre le Brexit, et on se souvient que les pro-Brexit, c'était pour reprendre le contrôle de la Grande-Bretagne. Est-ce que... si maintenant on se dit, après tout, c'est peut-être une bonne idée de reprendre le contrôle au niveau européen de certaines industries, même au niveau des idées, est-ce que ça vous semble comparable? Est-ce que c'est une bonne idée, cette souveraineté européenne? Hi, and thank you for the opportunity to respond to that question in English. I greatly appreciate it. So, I mean, obviously, I wouldn't want to spend too much time discussing Brexit. I think that's a subject that probably is best left to the side for the time being, particularly when we have such big topics to address following the COVID crisis and during the COVID crisis. I do think that the challenge of refounding Europe and ensuring sovereignty is essential during this period. As a leader in a European company, the real question I ask myself is how do we attract today the industrial investments of the future? For me and for my company, Boehringer Ingelheim, this goal, I think, can be achieved through 3 elements, essentially. First of all, leveraging the value of companies and their investments that already exist in Europe. That's somehow protecting the sovereignty that we already have. The second element is around attractiveness, particularly versus other low-cost countries. And the third element I would speak to is innovation and supporting and accelerating this. It's clear that particularly the adoption of new technologies that help us to manage situations like the one we find ourselves in with COVID are going to be clear for the future. And the European Union certainly has a strong role to play here. So first of all, thinking about sovereignty and leveraging the value of investments that currently exist. So we, as a European-owned and run company, our primary concern is to leverage our existing industrial footprint. We want to show that producing locally, in particular, is always advantageous. The closer our production lines are to patients, the better, wherever that might be. And we've seen that quite clearly during this health crisis. I can speak about a very particular example with one of our products, Cataprosan, which is a
a quite old product, but one that's used extensively in intensive care for patients suffering with COVID. We saw a threefold increase in the demand for this product during the first wave of COVID. It was only because we had a strong European supply network that we were able to respond to that demand. So certainly sovereignty in terms of production and leveraging what exists is extremely important. We as a company have about 78% of our production of medications that are utilized in France already located from a production point of view in Europe. We are an international company, so like all international companies, we do need an international presence. Our European footprint needs to be strong, but it's not exclusive. We are a European-owned and run company, therefore our presence and strength in Europe can really support how we serve patients in other markets. So in order for us to be close to those other markets and those other patients, the challenge for us is how do we maintain our current investments in our production and research sites in Europe in face of pressure to invest elsewhere. We have, in the last 5 years, invested over 400 million euros in France. These types of investments are important. They bring not only the advantage of strategic sovereignty in terms of production, but of course it generates jobs, participation in public finances are important, it encourages others to invest. I think even more importantly than that, though, it enables us to have a unique and local know-how to respond to specific challenges. A big part of our investment has been in animal health vaccine production. Even though that's animal health, you can see clearly that producing vaccines at that type of scale can create know-how in the ecosystem in France that can be very useful, particularly in the situation that we find ourselves in right now. So from a European Union point of view, I think our ask, my position would be that public authorities need to be focused not only on relocation of production from outside of Europe, but building on existing production and allowing the emergence of European champions in all areas, not just in healthcare, but in other fields as well. OK, thanks. Denis Thérien, je voudrais vous faire réagir. On a vu, et merci, on a bien vu ce débat qui peut se poser. On a entendu beaucoup donc parler de souveraineté, et on vient de le redire, notamment à la lueur de cette crise du Covid, où on manquait de masques. On a vu des circuits de production, des circuits de valeur ajoutée vulnérables. Et au fond, ce débat sur la relocalisation, la réindustrialisation est reparti. Et je crois que Ed Hollywood le dit très bien, on ne peut pas entamer ce débat sans avoir le débat sur les coûts et en particulier sur l'attractivité de l'Europe. Est-ce qu'à vos yeux, on peut avoir effectivement à la fois regagné en termes de souveraineté tout en restant et en maintenant et en développant une compétitivité suffisante pour rester attractif en Europe? Ça dépend à quel niveau on se place. Je pense que l'Europe est pétrie d'une histoire de valeurs et de principes qui définissent comment et quels sont les rapports sociaux que l'on veut avoir, quel est l'engagement que l'on veut avoir, quels sont les investissements que l'on prend. Et si jamais on sort de ces principes, et parce qu'on essaye de jouer le jeu des autres, les jeux des pays asiatiques ou des pays américains pour être concurrentiels avec eux, je pense qu'on perdra ce jeu. Je pense que l'Europe ne peut se sortir que si jamais elle arrive à être cohérente dans son approche. L'approche de l'Europe, c'est par exemple à chaque fois prendre toutes les parties prenantes et travailler avec ces parties prenantes. L'approche de l'Europe, c'est aussi avoir un développement économique et social balancé. L'approche de l'Europe, c'est une redistribution. Donc si jamais l'Europe reste sur ses valeurs et demande, alors elle aura un système cohérent par rapport à ses valeurs. Et c'est comme ça, avec la créativité et l'innovation, qu'on arrivera à s'en sortir par le haut. Il ne faut non plus pas être naïf. Si jamais les personnes ne respectent pas ces règles de fonctionnement, il faut leur dire c'est bien pour votre marché, mais ça ne sera peut-être pas bien pour le nôtre aussi. Donc là, il y a un équilibre à avoir et il y a une défense de notre modèle européen qui a quand même construit la plus grande, enfin pas la plus grande démocratie, mais un énorme marché et une très très grande démocratie au monde.
Christophe Catoire, je voudrais avoir votre avis sur ce sujet qui est un sujet clé parce que c'est aussi effectivement la défense d'un modèle européen. Pendant des années, cette défense, elle s'est faite aussi, surtout au bénéfice des consommateurs. On voit aujourd'hui que le seul rapport, le coût n'est pas la seule valeur à prendre en compte. Il y a d'autres valeurs environnementales, sociales, sanitaires, on l'a bien vu cette année. Est-ce que l'Europe peut à la fois défendre ses valeurs, peut maintenir une souveraineté et en même temps rester, à vos yeux, compétitive, assurer une certaine compétitivité? Et est-ce que les consommateurs, vos consommateurs, les consommateurs, sont prêts à cela? Et qu'est-ce que ça va nécessiter de leur part? Oui, je pense que dans ce débat, reconnaître à l'Europe une personnalité qui lui est propre et qui est effectivement, et j'abonde totalement dans l'idée qu'il y a une notion de performance économique et de performance sociale, ce qui fait à la fois son unité mais aussi ses équilibres. C'est ce qui justifie ce que j'évoquais tout à l'heure, cette frustration. C'est-à-dire qu'il y a une vraie promesse. La vraie promesse, c'est qu'il y a quand même culturellement des parties prenantes qui partagent des valeurs communes. On a vu qu'il y a un marché commun qui s'est établi, qui a facilité la création de valeur par les échanges. Et c'est pour ça que cette crise, logiquement, devait bénéficier de l'Europe pour tamponner ou mitiger un peu les impacts de cette crise. Et en fait, on a... Alors tous, je ne vais peut-être pas dire tous, il y a quand même beaucoup d'opinions, mais il y a quand même envie de plus d'Europe. Et en tout cas, c'est ce que je dirais en tant que citoyen européen et patron de cette entreprise au niveau mondial très prochainement. Après, il y a des notions qui méritent probablement d'être réinterrogées en fait dans le modèle européen. Le modèle européen s'est fondé sur l'énergie, ensuite sur la monnaie. En fait, on a envie d'aller un peu plus loin. On a envie d'avoir un cadre de développement qui permette effectivement non pas d'être sur les mêmes lignes que les autres continents, mais d'avoir nos propres développements, notre propre innovation et probablement de créer nos propres géants, quels qu'ils soient d'ailleurs, et probablement qui aillent au-delà des frontières de l'un ou de l'autre des pays. Je suis assez d'accord également sur le fait que le principe n'est pas de relocaliser, c'est de créer de la valeur en fonction d'un marché local et ensuite d'exporter ce marché local, ce qu'ont fait beaucoup d'entreprises européennes qui sont maintenant implantées au niveau mondial. Mais pour aboutir à ça, je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a un enjeu qui est un enjeu, encore une fois, de gouvernance, qu'on sache où veut aller l'Europe et faire attention parce que la notion de souveraineté, quand elle est établie pays par pays, ne donne pas vraiment de cadre de réflexion pour lequel on partage quelques intérêts communs, au moins sur un plan économique. Et quand il y a autant de transformations, on en parle beaucoup dans les entreprises, mais finalement, on a une transformation mondiale, elle doit pouvoir être embarquée également par une unité géographique telle que l'Europe. Deuxième élément, c'est vrai que si on veut rendre cette Europe attractive pour des investissements, que ce soit pour des entreprises européennes ou étrangères, si je me place dans la position qui est la mienne, d'être le dirigeant de cette entreprise qui est le groupe Adecco, la création de compétences sur une échelle européenne, ça fait sens. Enfin, on discutait avec certains grands acteurs de l'économie numérique pour créer des écoles. La France est par exemple une très belle plateforme pour créer des compétences et pouvoir, on va dire, le faire sur une plateforme européenne. Et tout ça, en fait, ça peut se jouer entre acteurs privés, et on le fait sans parfois avoir besoin des États, mais ça aurait tellement plus de sens de temps en temps de faire abonder ce que l'on appelle ces fonds structurels, ces fonds de solidarité, sur une même équation qui est de construire une Europe qui a une vision et qui aille un petit peu plus loin qu'une gestion court-termiste. On le dit des États, mais je pense qu'il faut le dire encore plus de l'Europe. Et derrière ça, en fait, la promesse, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les citoyens, et je vais terminer mon propos par les citoyens ont du mal à croire à l'Europe, c'est qu'ils se demandent, mais quelle promesse cette Europe m'apporte en termes d'emploi, en termes d'éducation, en termes de protection. Et aujourd'hui, il faut se dire qu'elle apparaît quand même assez lointaine et pas très lisible en termes de direction. C'est probablement ça qui est en jeu. Alors, en tant qu'entreprise, on a un rôle à jouer, mais il faut qu'il aille au-delà des entreprises qu'on représente. Voilà, peut-être pour apporter un peu mon... Mais permettez-moi justement de rebondir et juste après, Michael Locaux, je vous donnerai la parole. Sur ce besoin de plus d'Europe, on le dit tous, sans forcément arriver à le définir. En revanche, depuis des mois, on a tous entendu, on a besoin de l'État. Tout le monde s'est tourné vers l'État, à travers la crise du Covid, à travers les crises économiques. Est-ce que les entreprises, les consommateurs, les citoyens ont davantage besoin d'État ou d'Europe? Ou comment concilier ce double besoin? Christophe Catoire.
pour moi, les citoyens, c'est d'abord des besoins primaires. Les besoins primaires, c'est un pouvoir d'achat, un logement, se nourrir. Et puis ensuite, on va parler d'éducation pour aussi l'avenir de ses enfants. Je pense que ça fait partie des besoins primaires. Et donc, j'ai envie de dire, les premiers attendus sont ceux-là. Ce n'est pas des attendus d'administration, de bureaucratie, de collaboration. Ce n'est pas le langage qui est usuel parmi les citoyens, y compris nous-mêmes, quand on sort de nos entreprises et on rentre à notre domicile. Donc le sujet, il se situe là. La question qui peut se poser dans cette crise, alors même qu'il y a une cause supérieure, c'est-à-dire qu'on est dans un moment clé où les entreprises se disent, et c'est pour ça que Churchill disait ne pas gâcher une crise, c'est que c'est un moment clé sur lequel il y a une convergence d'intérêts. Il y a un actif qui est le même, qu'on a tous envie de protéger. Là, en l'occurrence, c'est la santé, mais on le sait, assez rapidement, ça va devenir l'emploi. Et par là même, je me sens extrêmement concerné par ce sujet. Là, pour le coup, le message de l'Europe, il n'est pas simplement d'abonder sur des fonds et des budgets, et si ça va au bout, c'est bien, mais c'est de donner le sens de ces budgets. Ça, c'est un moyen, le budget. La question, c'est vers quoi on a envie de le dépenser? Est-ce qu'on veut créer un Erasmus qui ne soit pas uniquement dédié à l'enseignement supérieur et on a envie de le mettre sur un apprentissage étendu ce qui a parce qu'on a besoin de commencé, compétences? ce qui est déjà le cas. On va dans cette voie-là aujourd'hui. On va dans cette voie-là, mais vous le savez, alors pour travailler avec Jean Arthuis sur le sujet, l'Erasmus pour l'enseignement supérieur, c'est simple. Essayez de le faire pour un apprenti qui travaille chez les Compagnons du Devoir et qui va être un technicien ou un ouvrier qualifié dans nos entreprises. C'est impossible, le portage salarial ne fonctionne pas, l'équité de traitement salarial ne fonctionne pas, on se bat avec l'Europe, les gouvernements pour faire changer les lois. Je peux vous dire, ça fait 2 ans qu'on travaille avec Jean Arthuis sur une commission, Muriel Pénicaud en était à l'origine, au départ. C'est compliqué. Et pourtant, la promesse du citoyen, c'est ça, c'est l'éducation, c'est l'emploi, c'est le fait de se dire, j'apprends des langues étrangères et je sais à quoi ça me sert. Et donc, j'ai envie de dire, c'est le sujet qui manque. C'est pas suffisamment incarné. Et ça a besoin d'un peu de visibilité. Alors ça ne peut pas tout faire, surtout pas. Et on le dit dans les entreprises, et je pense que c'est vrai de l'Europe, et je terminerai par ça, on dit souvent choisir, c'est renoncer. Quels sont les choix de l'Europe? C'est ce qu'on a envie d'entendre. Merci. En tout cas, on a entendu déjà, on peut parler d'une proposition sur l'accélération de l'apprentissage partout en Europe. Et effectivement, on le voit bien aujourd'hui d'ailleurs ce besoin, parce que quand on regarde les très fortes remontées des taux de chômage dans beaucoup de pays d'Europe, où on est à des taux au-dessus de 20% maintenant depuis cette crise de Covid, on voit à quel point on a besoin effectivement de cette Europe de l'emploi, mais au quotidien et pas seulement dans des mots. Michael Locaux, bonjour. Je voudrais vous faire réagir. On a parlé des plans de relance et on voit bien que ces plans de relance nationaux, pour la plupart, qui ont été décrétés, qui ont été mis en place depuis le printemps, ont une forte prévalence et vont peser d'ailleurs très lourdement dans les finances publiques de la plupart des pays. Comment est-ce qu'ils sont perçus par les investisseurs et par les marchés aussi? Alors, déjà, c'est vrai que je voulais rebondir sur ce que Christophe Catoir disait. Donc, il y a eu un accord inattendu, quasiment inespéré, le 21 cet été, donc le 21 juillet. Par contre, on sait très bien qu'encore, ça n'a pas été encore validé aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs raisons à cela. Il y a notamment 2 pays. 2 pays qui bloquent, et ce n'est pas forcément d'ailleurs les économies les plus fortes. Ce qui est intéressant, et oui, on rappelle, je vais juste rappeler pourquoi ils bloquent, c'est la Hongrie et la Pologne, et ces 2 pays bloquent parce que à cet accord est assortie aussi la distribution des fonds, et il y a une conditionnalité, c'est le respect de l'état de droit. Et ces 2 pays ne veulent pas de cette conditionnalité, et donc ont décidé de bloquer. Et du coup, ce fameux projet de 750 milliards, pour l'instant, il n'est pas encore acté, mais il va l'être, on espère, très bientôt. Il va l'être, oui. Après, donc c'est un plan sur 5 ans. Et on voit bien qu'il est bloqué, non pas pour des questions financières, non pas sur les montants, mais bien sur des questions des droits de l'homme, ce qui sont des problématiques complètement différentes. Et ça pose quelques problématiques au niveau des investisseurs et de l'investissement, on va dire, de nos sociétés étrangères qui se posent la question et qui réfléchissent à mais où l'Europe va-t-elle aller, et notamment sur la direction sur les 5 prochaines années. Donc là-dessus, il y a une question qui se pose, et on se rend compte que, certes, il y a eu une avancée, et il faut la saluer. Par contre,
ça n'a pas abouti. Et ça peut notamment poser certaines problématiques sur où est-ce que les différentes entreprises vont investir. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Steelcase. On a parlé du Brexit auparavant. Donc, pour vous donner un exemple un peu contre-intuitif, nous, on a décidé, suite au Brexit, d'investir en Angleterre parce que voilà, on ne voulait pas se fermer la porte de ce marché qui reste important. Donc, il y a des exemples comme ça. Est-ce qu'on aurait investi ailleurs? Très certainement. Mais voilà, dû au Brexit, on préfère investir au UK. Maintenant, aujourd'hui, le plan de relance a été défini. L'argent devrait arriver au mois de juin l'année prochaine. On parle de l'été de l'année prochaine. C'est quand même des échéances qui sont relativement lointaines. Donc, ça pose certaines questions. Et surtout, quand on regarde la gouvernance, la manière dont c'est fait, on voit qu'on a du mal. Vous mentionnez justement que c'est toujours au forceps. Voilà, ça pose une interrogation sur la pérennité de ce plan, mais aussi de la capacité de l'Europe à négocier, parce que quand on parle de l'Europe, on négocie face finalement à d'autres entités. Donc on parlait du Brexit, mais on parle de l'Amérique, on voit la Chine, et on voit que ces pays avancent. Si on regarde ce que l'Asie a fait récemment avec l'accord de libre-échange qui a été mis en place ces dernières semaines en pleine crise du Covid avec les acteurs d'Asie-Pacifique, c'est une avancée qui va actionner... Première zone de libre-échange au monde, 2 milliards d'habitants, 30% du PIB mondial, et effectivement, c'est une... et la Chine dans ces pays, dans ces 14 ou 15 pays, oui. Voilà. Et on prévoit, et on l'a entendu ce matin, une croissance, une reprise de croissance plus forte peut-être qu'en Europe. Alors est-ce que l'Europe est ressortie grandie aux yeux des investisseurs? Je pense qu'on a quand même des atouts et des fondamentaux qui sont solides, qui sont très forts. Donc il ne faut pas les renier. Il y a eu cette avancée. Ça va avancer, ça va être difficile. Je pense qu'il y a un point qui est fondamental et qui a été mentionné auparavant. C'est aussi la question de l'humain. Parce que nos entreprises, Denis Tarien le mentionnait, l'unité, c'est plus le pays. Donc nos équipes sont souvent multinationales, transversales. Et pendant cette crise, justement, il y a eu un phénomène d'inégalité qui s'est créé entre les différents pays, puisque finalement, dans certains pays, les gens avaient le droit de sortir, dans d'autres n'avaient pas le droit de sortir, avaient le droit d'aller travailler, avaient le droit d'acheter. Donc ça crée une certaine inégalité que l'entreprise a un rôle à jouer, bien entendu, pour donner du sens à tout ça et faire en sorte que les salariés aient cette notion de bien-être. Mais il y a également, je pense que l'Europe doit jouer un rôle aussi pour permettre une certaine unité et pour permettre un développement européen. On parlait de géants européens en termes d'entreprise, mais juste le fait de pouvoir permettre aux entreprises de travailler d'une manière plus européenne, ça serait un vrai progrès transversal. Surtout que, on le sait, on l'a évoqué, la manière dont les gens vont travailler dans le futur va profondément changer, puisque cette crise-là a modifié les attentes, les besoins et la manière dont les entreprises travaillent. Et donc là, il faut arriver à se coordonner au niveau européen, parce que clairement, sur un court terme, il n'y a pas eu de perte de productivité, mais on commence à voir des effets de perte de productivité au sein des entreprises, parce que voilà, les gens physiquement ne se voient plus, restent déconnectés. On a du mal aussi à percevoir à travers une petite lucarne d'un écran le contexte qu'il y a autour. Donc les rapports humains se délitent un peu plus, donc il faut se réinventer. Et se réinventer en ayant des barrières européennes, ça complexifie un peu le sujet. Merci, Michael. Je vais vous redonner la parole dans un instant. Ed Hollywood, moi je voudrais avoir votre point de vue. Cette Europe, cette année, elle a été sacrément secouée, on l'a vu, et les secousses n'ont pas impacté de la même façon tous les pays d'Europe. Si on refait rapidement l'histoire de l'Europe cette année, le 31 janvier, c'était une date importante puisque c'était le départ, pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, d'un des membres de l'Union européenne, la Grande-Bretagne. Et puis ensuite, il y a eu le Covid, et on sait très bien à quel point cette crise sanitaire a touché certains pays plus que d'autres, en termes économiques, en termes sanitaires. Je pense en particulier aux pays d'Europe du Sud.
pendant des années, on nous a expliqué en Union européenne qu'il fallait qu'on aille vers de la convergence. On a l'impression cette année, avec cette double crise économique et sanitaire, qu'il y a eu des éléments de divergence. Comment on arrive à ressouder tout ça? Est-ce que l'Europe aujourd'hui, du point de vue des investisseurs, des entreprises, ça a encore un sens? Heureusement, oui, j'ai bien entendu qu'il y a l'humain, il y a les valeurs européennes, mais à vos yeux, Ed Hollywood, vous en pensez quoi de cette fragmentation qui est arrivée cette année? Well, look, I think it's true what you say, that there has been a divergence, and this is where the role of Europe, the European Union becomes incredibly important. I mean, if I take France as an example, during the crisis, I think the reactivity of the government has been commendable. There's been some immediate steps that have been taken to eliminate production taxes, to have lower taxes on capital, to encourage investment in France. And similarly, the European Union have stepped up to the mark, and they have, for the first time, they have generalized the ability to take on board debt. So this is a positive signal, I think, at the European level. I think if I'm talking about my industry and how we see this, I think the first thing that needs to be addressed is some kind of commonality on the market that exists in Europe. We're talking here not about handouts from the state. We're talking here about furthering economic investment, economic recovery for the short term, but also for the sustainable long term. If I think about my sector, the pharmaceutical sector, one of the big challenges that we face is the divergence across Europe of market access. So we talked about being able to invest close to where patients exist. In order for us to do that, the patients need to have access to our products. At the moment, there is no common approach to market access for medications across Europe. There are different criteria in different countries, and that can lead to divergence in terms of access to care. A patient in France may not be able to access a medication that a patient in the UK or in Germany could access. So I think the European Union has a role to play there to somehow standardize some of the rules around market access and really to encourage that piece there. The other thing that I could speak to, I think, is innovation. So healthcare, I think, in this moment is a very good example of where innovation needs to exist. If we look to the US, I think we can learn some lessons here. During the COVID crisis, the BARDA initiative, so this is the Biomedical Advanced Research and Development Authority, really came into its own. It allowed for procurement of vaccines in advance, investment and scale-up of production facilities, investment in common research approaches. At the European level, we haven't had this up until now. It's been really encouraging to see that Ursula von der Leyen has spoken about this and the desire of the European Union to create something similar in Europe that could provide this kind of infrastructure, this kind of generalized support for investment in production and also in research. But we really need to think differently about this. I mean, at the moment, the total budget for healthcare in Europe at the European Union level is 1.6 billion. That's nowhere near equal to what the US is investing in this. So this crisis has shown that there is a need for us to come together, to give ourselves the economy of scale to be able to invest in solutions that can really prepare us for the future. And innovation and research is one of those areas, I think. Merci. Une question très concrète, très précise. On l'a dit tout à l'heure, on a raté en début d'année l'Europe du masque. La coordination, la distribution, la production, l'Europe a raté l'initiative. Comment est-ce que l'Europe peut réussir, avec une mesure, l'Europe du vaccin? Well, I think that the creation of health emergency response authorities, such as the one that the European Union are talking about, would be one solution that we could look to. I mean, this can support... Ça c'est pour 2023. It is. Well, I mean, I think that's a good start, and I would encourage it to happen sooner than that, obviously. As an actor in this field, 2023, I would say, is far too late. So the sooner we can get going on this,
the better. And of course, that can support innovation and research, but I think it can also support some of the practical elements such as personal protection equipment that you're describing. Merci. Je voudrais revenir sur les chocs. Michael Locaux en a parlé, les chocs non pas internes mais externes. Je crois que cette année, si ça a été une année importante pour l'Europe, il y a eu aussi des grands basculements dans le monde. J'en vois deux. Un qui est venu de Chine. La Chine où, rappelez-vous, juste il y a un an, la maladie n'était pas encore officiellement déclarée, mais elle allait commencer à se propager en Chine. Et à partir de janvier et février 2020, on pensait que la Chine était grippée, très grippée, et l'économie était en train de ralentir. L'Europe n'était pas encore touchée par cette crise du Covid. Ce qu'on a vu dans les mois qui ont suivi, c'est une Chine sortir de cette crise du Covid, peut-être plus vite que d'autres pays, et puis avec un grand élan de reconstruction, une certaine fierté, voire un nationalisme, et une Chine redémarrer beaucoup plus vite que les autres pays, que ce soit d'ailleurs États-Unis ou Europe. Donc on a cette Chine très importante, peut-être même plus forte que jamais. On l'a vu encore peu de temps avec le lancement d'un satellite en vue de la 6G, alors qu'on a déjà des débats sur la 5G. Et puis, parallèlement, deuxième très grande date dans cette année, c'est évidemment l'élection américaine au début de ce mois, le 3 novembre, avec la victoire, même si elle est encore contestée par le président Donald Trump, la victoire de Joe Biden. Et on sait à quel point Joe Biden va peut-être modifier la politique étrangère et notamment l'approche qui était tout sauf multilatérale des États-Unis depuis 4 ans. Alors, si l'on prend ces deux grands pôles, et on voit aussi, on a vu cette année l'affrontement qui se prépare entre ces deux grands pôles, la question que j'ai envie de vous poser, Denis Terrien, je vais vous la poser, mais je voudrais aussi vous entendre là-dessus, c'est quelle place pour l'Europe entre cette Chine qui est en permanence en rattrapage et qui est en ce moment en pleine euphorie économique, et de l'autre côté, une Amérique qui retrouve des couleurs avec Joe Biden. Est-ce qu'on a intérêt à faire confiance à l'un ou à l'autre ou à trouver une voie européenne? Denis Terrien. C'est ces sujets qui vont unir l'Europe. Avant la grande crise, on disait l'Europe a une croissance de 2%, les États-Unis de 4%, et en Asie, on a 8%. Et donc, entre nous, on se disait, ben voilà, c'est mieux d'avoir 1,2 ou 1,4%. Est-ce qu'on peut aller à 1,5%? J'aimerais dire que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'à quelques milliers de kilomètres, il y avait une économie qui arrivait à créer plus d'emplois que nous. Il y a un sujet sur la justice sociale, hein, mais qui pouvait aussi sûrement investir beaucoup plus. Ça, c'est un sujet que l'on a. On a un autre sujet, c'est dans notre digitalisation. On a pu voir que nos économies ont été durement touchées et les entreprises qui étaient les moins digitales ont été encore plus durement touchées. Et c'est comme si on avait fait un bond en avant de 5 ans dans ce besoin d'accepter la digitalisation. Cédric disait, le problème, ce n'est pas les GAFA. Le problème, c'est que les ETI en France ne sont pas assez digitalisés, et il en est de même en Europe. Et un chiffre que je retiens, c'est que la capitalisation boursière de Apple est supérieure à la capitalisation boursière de tout le CAC 40. La capitalisation boursière des GAFA est supérieure à la capitalisation boursière d'à peu près toutes les bourses en Europe. Et donc là, on se voit qu'il y a des trains que l'on n'a pas pris. Donc la croissance est un point que l'on n'a pas pris, la digitalisation est un train que l'on n'a pas pris aussi, le développement sanitaire et climatique, là aussi, c'est quelque chose que l'on n'a pas pris. Fantastique, je crois qu'aujourd'hui, on est face à notre destin et on a de la chance d'avoir des dirigeants qui réalisent cet impératif besoin de changement. Et je crois que c'est ça là qui va nous unir. Deuxièmement, c'est aussi la chance que l'on a. Historiquement, on demandait tout aux politiques. Ces sujets sont supérieurs au monde politique et on voit qu'on doit tous travailler ensemble, que ce soit les entreprises, le monde politique, les ONG, et on se met ensemble sur ce projet commun. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça le défi, mais l'opportunité exceptionnelle de l'Europe, c'est se retrouver ensemble
pour redéfinir l'Europe qu'on le veut de demain. Et deuxièmement, en tant que dirigeant d'entreprise, à titre personnel, je suis convaincu que l'entreprise est un des meilleurs vecteurs de changement par rapport à la richesse partagée qu'il peut créer. Ça crée des emplois, ça redistribue dans des impôts, ça peut animer un territoire et ça aide d'autres entreprises à se transformer aussi. Donc l'entreprise a son rôle à prendre dans cette transformation essentielle. Donc oui, les politiques sont là, mais n'attendons pas que les politiques se décident. Il nous appartient de se mettre en mouvement. Pour Salesforce, 2 exemples. Nous avons décidé de rejoindre Gaia-X, qui est un projet européen pour développer le cloud européen. Donc là, on voit bien que l'Europe se dit le cloud est important, on va faire un projet européen et à Salesforce, nous sommes engagés parmi les premières sociétés là-dessus. Deuxièmement, on s'engage aussi dans la digitalisation. On a décidé d'investir en France à peu près 2,5 milliards en 5 ans. On continue cet investissement. On fait les mêmes investissements en Espagne et en Italie, qui sont les pays dans lesquels on a le plus grand taux de croissance au monde, bien devant certains pays asiatiques. Donc l'Europe est là. Je crois que ce qui va nous unir, ça va être cette définition d'Europe de demain. Et les entreprises qui sont plus agiles ont leurs responsabilités à prendre et aller de l'avant. Merci. Moi, je voudrais vous faire réagir sur cette idée de l'Europe coincée entre 2 géants, un à l'ouest et l'autre à l'ouest, ou finalement, est-ce que c'est ça la chance peut-être de l'Europe? Christophe Catoire. Alors, oui, c'est sa chance. D'ailleurs, elle l'a compris assez rapidement quand elle a fait ses premiers accords multi-entreprises, en créant un marché commun, en levant les contraintes, en faisant en sorte que la base d'échange soit importante et la taille critique en fait que représentait le marché local puisse permettre de faire grandir des entreprises. Entreprises qui, d'ailleurs, ensuite sont allées, on va dire, nourrir et profiter de la croissance des autres continents. Donc ça, c'est un peu notre histoire. Et ça a été une base fondamentale pour dire... Certes, on avait des accords privilégiés avec d'autres grandes nations ou d'autres grandes géographies, mais néanmoins, on avait notre propre marché commun. Et encore une fois, durant cette crise, il nous aide malgré tout ce qu'on a pu dire sur la gouvernance européenne. La question reste toujours comment on continue effectivement de faciliter, parce que l'Europe est là pour faciliter ces deals qu'on évoque entre entreprises. Elle n'est pas là pour les faire à la place. Encore une fois, c'est notre responsabilité. Comme le disait Denis Terrien, je pense qu'il nous appartient de créer des géants de l'éducation, des géants du numérique, on peut le faire nous-mêmes. Ceci étant, c'est quand même beaucoup plus facile quand vous avez peu de contraintes à lever. Je vais prendre à nouveau un exemple très concret pour être très pragmatique sur ce sujet-là. Quand vous voyez la transformation énergétique, je reviens sur celle-ci parce que c'est une de celles, on pourrait parler du digital, mais je vais parler de l'énergie et notamment de l'électrique. Qu'est-ce qui se passe sur l'électrique? On n'a pas de géant, on a un petit train de retard. L'Europe n'a pas de politique, on va dire, sur les notions de minerais pour investir sur un certain nombre de pays comme la Chine l'a fait. Ça, c'est autre chose, donc il n'y a pas de vision stratégique. Les géants, donc, venant des autres continents, viennent en Europe. Qu'est-ce qu'ils font? Tesla va s'installer où? Aux Pays-Bas, parce que la législation sur les sièges sociaux est extrêmement favorable aux Pays-Bas. On dit que c'est un pays qui fait partie de ceux qui font très attention à leur budget. La réalité, c'est que ils ont encaissé les dividendes d'avoir de très nombreux sièges sociaux. Renault y est également maintenant, au niveau européen. Ensuite, ils ont besoin de créer une gigafactory. Qu'est-ce qui se passe? L'Allemagne et la France se battent pour obtenir, c'est à coup d'argent public. Finalement, la gigafactory se fait à Berlin. La réponse, quelle est-elle? On va créer une joint venture entre PSA et Total qui va s'installer en France et qui va probablement aller en Allemagne. Je veux juste dire que, est-ce que vous pensez que c'est une façon d'aligner les investissements pour créer des géants et devenir extrêmement compétitif? Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de s'y prendre. Alors oui, la souveraineté des pays est importante, être tout près du terrain, on le dit, y compris dans nos entreprises. C'est bon de prendre des décisions au niveau local, mais néanmoins, il faut quand même avoir pour cette convergence quelques idées qui facilitent, entre guillemets, la réalisation de ces projets. Je vais en prendre un dernier, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Qu'est-ce qui s'est passé durant la crise avec la fermeture des frontières qui a été organisée par les pays, pas par l'Europe? Vous prenez les pays nordiques font énormément appel à la main-d'œuvre polonaise. Les frontières ont été fermées, la construction a été à l'arrêt complètement en Norvège. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu 3 points de PIB liés juste à cet événement-là. Oui, à la sortie de la crise, on sera... Alors bon, la Norvège n'a pas à se plaindre, elle a d'autres financements par ailleurs, mais
à la sortie de la crise, on va sortir un peu plus affaibli par toutes ces petites choses qui font qu'on a du mal à avoir cette vision et les contraintes qui devraient se lever et se mettre derrière un grand projet, elles ne sont pas là. Je suis désolé d'insister fortement là-dessus et je pense que c'est à nous, entreprises, de le solliciter, parce qu'il n'y a pas de raison d'être pessimiste. Il y a un moment donné, on est là pour agir. Et bien évidemment, au titre de nos entreprises, Denis le disait très bien, à nous aussi de lever ces freins. Mais bon, ça peut aider. Avant de vous donner le mot de la fin, à tous les trois, Christophe Catoire, Ed Hollywood et Mickaël Locaux, je voudrais vous demander un petit mot, une raison d'espérer pour 2021 de l'Europe. Qu'est-ce que vous voyez pour vous, d'où va venir cette lueur d'espoir? Mickaël. On a bien vu la résilience des pays, la résilience européenne en 2020. Ça n'a tué personne, donc il n'y a pas de raison que ça continue pas et qu'il y ait la résilience continue au niveau des pays, des entreprises. On voit ces élans de solidarité entre les différents pays. On parle quand même de subventions qui ont été données pour les pays les plus touchés par la crise, notamment du sud de l'Europe. Donc il y a beaucoup de signes d'espoir et d'encouragement. On voit que les entreprises aussi résistent, innovent, continuent à créer. Justement, on en a parlé ce matin et même cet après-midi avec les différentes choses qui sont mises en place pour continuer à innover et utiliser cette crise comme un catalyseur. Donc, les choses vont dans le bon sens et je pense que l'optimisme est justement une des valeurs clés en termes de leadership dans ces moments-là pour pouvoir avancer et avoir des résultats positifs par la suite. Ed Hollywood, je voyais dans un sondage qui est sorti il y a 2 ou 3 jours, je crois que c'est Pew Research qui a fait ce sondage, que 60% des Britanniques, c'est un record historique, sont favorables à l'Union européenne. C'est comme ça. Et au fond, il y a peut-être une raison derrière. Quelle est pour vous la raison d'espérer dans l'Union européenne en 2021? I mean, for me, I've been just so impressed with the way that people have reacted during this crisis. I mean, within my sector, I'm blown away by the speed and the level of innovation. I mean, for us to be able to go from zero to the creation of a vaccine that has been submitted for regulatory approval in less than 1 year, that just for me shows what we can do when we really have to. I mean, I think also the fact that the governments and industry are talking very productively with each other, despite the huge economic effort it has taken to support at the European level and at the individual country level. All of the messages we're getting from government right now are that coming out of this crisis in 2021, we as a government, we want to continue to invest, we want to continue to support. I really want to encourage that. That gives me a lot of positivity for 2021. Merci, thank you very much. Et Christophe Catoire, un petit mot, une petite lueur d'espoir pour vous? Elle va venir d'où, cette étincelle? Heureusement, je suis optimiste, mais je pense qu'il faut être un peu militant de temps en temps pour faire bouger les lignes. Je reviendrai sur ce que disait Mickaël tout à l'heure. Je pense que l'humain et le social, c'est notre culture. Et c'est ce qui va faire réagir à la fois les peuples, mais aussi les politiques. Je pense que le plus grand drame, c'est après cette deuxième vague, c'est la situation sociale qui peut être extrêmement compliquée à gérer, qui peut générer des replis sur soi et des dimensions politiques un peu extrêmes. Et je pense que ce qui va faire réagir les gens, mais aussi les gouvernants, c'est de se dire, à un moment donné, l'union fait la force. Et je crois beaucoup au fait que quand on a autant d'atouts tous ensemble, on est un peu plus solide que quand on regarde chacun sous sa chapelle. Donc je pense que c'est du bon sens, c'est du pragmatisme, et je crois au bon sens et au pragmatisme. Donc ce serait ma lueur d'espoir. Merci à tous les trois. d'Unitérien en 2021, ça va être une année aussi importante pour l'Europe, ne serait-ce que parce qu'il y a un des pays, le premier, l'Allemagne, première puissance économique, qui va voir sa dirigeante, Angela Merkel, 15 ans au pouvoir, quitter le pouvoir en Allemagne. Donc ça va être une nouvelle page, au fond, qui va se tourner non seulement en Allemagne, mais finalement dans l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'Union européenne le plus possible? Et ces dirigeants, ils comptent beaucoup dans le leadership, c'est important pour justement façonner cette Europe de 2021. Alors, je le pense. Je pense qu'on a beaucoup parlé de la crise économique, on vient d'en parler pendant toute la journée, et on a dit, voilà, l'Europe doit quand même être fière de son modèle, le public-privé travailler ensemble, on attend des investissements publics et aux entreprises d'y aller. On a beaucoup parlé de la crise sociale aussi que l'on vit, mais je pense que
elle est aussi devant nous. Et là-dessus, il est important de continuer de pousser notre projet européen d'équité et de justice sociale, de redistribution et d'attention aux plus faibles. On a parlé de la crise environnementale aussi, et là-dessus, on ne peut que se réjouir de ce basculement qu'il y a, qui vient de deux éléments. Un, je crois, des jeunes générations, des personnes qui ont en dessous de 35 à 40 ans, qui nous poussent et qui disent « on ne veut pas vivre dans le même monde que vous ». Et deuxièmement, enfin, d'une réalisation du monde politique qu'il faut y aller, et c'est une grande partie de l'investissement. En France, c'est 30 milliards qui va être là-dessus. Mais, comme on l'a vu dans le sondage, il y a une crise de leadership. Il y a une crise de leadership qui se fait au niveau européen. C'est qui défend l'Europe aujourd'hui ? Quel est le projet, Christophe en parlait tout à l'heure, hein, quel est le projet que l'on porte pour l'Europe ? Qui porte son message ? Quel est le porte-voix de ce projet européen ? Et ça, c'est un défi. Étant donné que je suis optimiste, je pense qu'il va naître, ces leaders européens vont naître, vont sortir et vont prendre ce combat, parce que ce combat dépasse le pays, dépasse l'économie, mais c'est vraiment un combat que l'on veut pour aider à transformer son monde. Et ces combats, enfin, ces leaders européens vont devoir défendre cet équilibre difficile à atteindre, avec d'un côté plus de cohésion, de coordination, de coopération, d'alignement, d'union, hein, c'est tout ce qui sortait du sondage qui a été fait, mais aussi arriver à simplifier ce domaine de régulation. Christophe en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est d'harmoniser les politiques fiscales et le coût du travail? Parce qu'effectivement, là-dessus, si jamais on a un projet commun, il faut avoir des règles de comportement commun. Et enfin, en méthode opératoire, là je remets ma casquette de dirigeant d'entreprise, c'est comment on va prendre des décisions, beaucoup plus de pragmatisme dont on parlait, la rapidité des décisions, et c'est là où on s'est fait, à mon avis, battre par les États-Unis et l'Asie, la réactivité, des directives très très claires, comme généralement on le donne dans l'entreprise, hein. On attend ça aussi de nos leaders dont on parlait européens, une meilleure communication, c'est aussi un défaut de leadership que l'on a en Europe, et avoir la justesse sur l'autonomie là où ça fait du sens. Donc Angela Merkel va passer la main. On ne peut espérer qu'un nouveau leader émerge en Allemagne qui s'entende bien avec Macron pour que ce couple puisse continuer d'emmener l'Europe là où ça doit aller. Et à nous, dirigeants d'entreprise, il est de notre devoir de continuer à défendre ce projet économique et social. Merci pour... on est parti sur un constat mitigé, on est arrivé sur des conclusions qui se veulent optimistes, mission accomplie. Je rappelle, merci à vous quatre, Denis Thérien, CEO de Salesforce Europe du Sud, Christophe Catoire, président Monde Adecco. Merci aussi à vous, Ed Hollywood, vous êtes le directeur général santé humaine de Boehringer Ingelheim France. Et puis à vous, Michael Loco, vous êtes le Sales Director North Central Eastern Europe, Africa, Central Asia de Steelcase. Merci et je laisse la parole à Olivier Marchand. Merci beaucoup, merci à tous les cinq pour ce débat passionnant.